À la une ce soir, le témoignage d'un chef d'entreprise sinistré par l'ouragan Maria à la Dominique. Il a partagé son expérience avec ses homologues martiniquais. Objectif, mieux se préparer en cas de catastrophe majeure. Le tourisme, avec une cinquantaine d'opérateurs réunis pour présenter les offres réservées à la population locale. Nous avons déniché pour vous les meilleurs bons plans. C'est souvent un premier pas dans le monde du travail pour des centaines de milliers de Français. Le service civique fête ses 8 ans cette année, ce matin. Retour d'expérience pour 150 jeunes martiniquais qui en ont bénéficié. Et puis nous reviendrons en détail sur le programme sport de votre week-end. Cyclisme, finale de la Coupe en basket, Yole Ronde, agenda à découvrir à la fin de votre édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On commence ce journal avec cette triste nouvelle, la disparition de Jean-Michel Egésip, homme d'affaires, ancien PDG fondateur d'Outre-mer Télécom, membre du conseil d'administration du groupe Altis et ancien PDG du groupe ATV. Il est décédé ce matin à l'âge de 69 ans. L'ensemble des collaborateurs d'ATV présentent ses sincères condoléances à toute sa famille. Les entreprises martiniquaises se préparent à la saison cyclonique 2018. Ils étaient une cinquantaine d'entrepreneurs réunis pour un séminaire de prévention et gestion des risques naturels dus aux cyclones et aux inondations ce matin. Un séminaire animé par les services météo, les pompiers, mais aussi un chef d'entreprise martiniquais, victime lui-même de l'ouragan Maria. À la Dominique, un témoignage précieux pour anticiper les dégâts. Voyez ce reportage de Marie Tricot et de Guy Raphaël René. Il y a moins d'un an, les ouragans Irma et Maria dévastaient les côtes dominiquaises. Jean-Yves Bonner y gère une société d'exploitation de carrière depuis 12 ans. Le chef d'entreprise a surtout subi des dégâts sur ses infrastructures maritimes, mais les séquelles ne sont pas seulement matérielles. Il y a eu donc des bandes carrément qui ont envahi notamment le centre-ville de Roseau immédiatement après le cyclone. Et il a fallu plusieurs jours après l'intervention des militaires jamaïcains pour établir un semblant d'ordre. 9 mois après le passage d'Irma, l'entreprise n'a toujours pas retrouvé son rythme de croisière. Les destructions, tout le monde en parle, il y a des photos qui circulent. Mais on ne se rend pas souvent compte que l'entreprise vit dans un écosystème, c'est-à-dire qu'elle est dépendante de fournisseurs, de ses clients. Et donc, même si l'entreprise a effectivement eu peu de dégâts, elle-même est en mesure de fonctionner, elle se retrouve souvent bloquée pour d'autres considérations. Quand les infrastructures sont détruites, les routes sont coupées, les salariés ne peuvent plus venir travailler, tout simplement. Quand il n'y a pas d'électricité, nous, ça nous a mis 239 jours pour récupérer l'électricité. C'est le message du jour pour ces chefs d'entreprise. Il y a les épisodes météorologiques à appréhender, ceux contre lesquels l'homme ne peut rien, mais il y a aussi l'après. Et pour limiter les dégâts d'un cyclone de catégorie 5, il faut raisonner différemment. Hier, on avait beaucoup de papier. Et bien aujourd'hui, on travaille sur de la dématérialisation et sur des clouds. Et on sauvegarde les documents à différents endroits. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, si j'ai un cloud avec un serveur à Martinique, eh bien, je vais le dupliquer sur un serveur métropole ou ailleurs dans le monde. Des débris à nettoyer au plus vite, des salariés traumatisés, des fournisseurs et des clients qui partent. La Dominique a subi une vague d'émigration massive après le passage d'Irma. 20 000 personnes ont préféré quitter l'île. Pourtant, d'autres entreprises peuvent préserver leur activité en s'adaptant aux nouveaux besoins créés par une catastrophe climatique. Pendant les tempêtes et après les tempêtes, nous avons un surcroît d'activité parce qu'évidemment on a beaucoup de coupures d'eau et nous devons produire pour la population. Nous avons produit aussi pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy et les îles voisines comme la Dominique. Aujourd'hui, les entreprises martiniquaises peuvent mettre en place des plans de continuité d'activité garantissant la survie de leurs données en cas de sinistre. Un procédé encore trop peu employé. Quand j'ai posé la question qui a été doté d'un plan de continuité d'activité, il y a eu un droit levé sur une quarantaine de personnes. Donc on a un vrai travail de ce point de vue-là. Si l'activité économique est fortement impactée, forcément la résilience globale du territoire ne sera pas au rendez-vous. L'Institut américain Breaking Weather a déjà prévu 3 à 5 ouragans majeurs pour la saison cyclonique 2018. Dans un peu plus de 15 jours, ce sera officiellement le début des grandes vacances. Et si certains ont choisi de partir hors de Martinique, d'autres ont décidé de rester. Les touristes locaux représentent jusqu'à 25% du chiffre d'affaires des hôteliers. Ce matin, des offres étaient présentées par des opérateurs sous l'égide du comité du tourisme de la Martinique. Voyez ce reportage, Alizé Lutran et Michel François. Bonjour.
Bonjour madame. Oui, mais avoir quelques renseignements au sujet des séjours que vous offrez. Alors, ça tombe très bien. On a justement une promotion pour tous les week-ends. Ça a commencé déjà depuis le 27 avril et c'est jusqu'au 26 août. Depuis 10 ans, Flora Foyalaise a pour habitude de passer ses vacances dans le sud de la Martinique. Aujourd'hui, elle tente de dénicher des bons plans. N'ayant pas les moyens de partir à l'étranger, j'ai un enfant de 6 ans, donc j'aimerais lui offrir quelques jours de vacances, peut-être pas un mois, mais l'an dernier, j'ai profité d'une semaine de vacances à l'hôtel Bambou, donc je voulais renouveler cette expérience pour lui. J'ai envie de découvrir, je vais dire un peu de tout. Mon fils, il aime bien la plage, la mer, mais il n'y a pas que. Comme elle, de nombreux Martiniquais décident de rester sur le territoire durant les grandes vacances. La basse saison, entre juin et novembre, loin s'en faut, est une période cruciale pour beaucoup d'hôteliers. À cette période, les remises peuvent atteindre moins 60%. Et déjà l'année dernière, grâce à ce phénomène de promotion, on a eu, y compris en basse saison, un très bon niveau de remplissage, ce qui nous a permis d'avoir une année 2017 profitable. Et c'est vraiment nécessaire. Et donc on compte sur les Martiniquais pour qu'ils fréquentent les hôtels, et en particulier la suite Villa, bien évidemment, pendant l'été, parce qu'on a besoin de ça. Chaque année, de nouveaux concepts fleurissent chez nous, comme les bateaux barbecue en forme de donut, arrivés il y a tout juste un an dans nos eaux, ou comment redécouvrir le territoire sous un nouvel angle. On sera présent dans un nouveau lieu justement pour permettre aux résidents d'avoir plus de diversité, c'est-à-dire d'essayer une fois le marin, le spot du François et de redécouvrir de nouveaux lieux, de nouveaux paysages accessibles uniquement par la mer, où on a des remises qui varient entre 20% du prix, qui vont jusqu'à 100 € par embarcation. Et pendant que certains passeront leurs vacances dans une autre commune, depuis une semaine, le comité martiniquais du tourisme, via sa nouvelle plateforme, propose de louer les villas de particuliers pour faire découvrir à d'autres les distilleries du pays. Donc la maison, elle est confiée à Rome Trotters et elle permet donc d'accueillir des visiteurs qui souhaitent se retrouver tous ensemble, des familles, des couples d'amis, etc. Donc c'est le point de départ du sillon qu'ils feront des distilleries sur notre île et quelques activités annexes évidemment, toujours autour du rhum, des ateliers de dégustation un petit peu exclusifs. Loin d'être une période morte, la basse saison trouve de plus en plus son public. La population locale représente aujourd'hui 25% du chiffre d'affaires des hôteliers. Les vacances, moment propice pour trouver un premier emploi et pourquoi pas un service civique créé depuis 2010. Il propose à des jeunes entre 16 et 25 ans une place dans une association ou une administration. La durée est limitée et signifie beaucoup, pour beaucoup, un premier pas dans le monde du travail. Ce matin, 150 jeunes bénéficiaires étaient réunis à l'IMS pour un retour d'expérience. Voyez le reportage de Marie Tricot et de Guy Raphaël René. Vous voyez comment cette jeunesse-là, elle est frivole comme ça, on se dit comme ça, etc. Monsieur, allez apprendre la bienséance de la chose. Monsieur, excusez-moi, nous sommes arrivés avec un tempérament assez calme, nous avons posé une question, alors on aimerait que vous preniez vos dispositions à répondre à une question correctement et calmement, s'il vous plaît. Des scénettes jouées avec humour pour dédramatiser le sentiment de rejet que ressentent certains jeunes. Est-ce que vous pensez qu'en agissant comme ça nous donnera envie d'aller dire à d'autres jeunes de venir vous voir? On inverse les rôles. Les acteurs d'un jour prennent le costume de l'adulte et livrent leur vision des encouragements qu'ils attendent. Tous ces jeunes sont des volontaires du service civique ou des anciens volontaires. Keïsa est animatrice dans une association en tant qu'aide périscolaire. Un engagement qui a du sens. La jeune femme de 20 ans veut faire carrière dans l'enseignement. Je suis à l'école, j'ai toujours été à l'école, mais au final, je n'ai pas d'expérience professionnelle. Donc c'était vraiment ça, l'occasion d'allier l'école et une expérience professionnelle quelconque. À peine plus âgé, Jekyll s'est engagé à 17 ans. Aujourd'hui, il est en contrat au sein de la jeunesse vauclinoise. Son métier, agent protecteur de l'environnement. J'ai voulu m'engager et être utile pour avant tout ma commune et puis servir aussi des personnes qui sont comme moi aussi, qui ont une bonne vision des choses. Et par le biais du service civique, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu quelques compétences aussi qui m'ont permis de grandir, de me construire intérieurement. Le service civique appelle toutes sortes de profils. Pour présenter le dispositif et les opportunités d'avenir sur lesquelles il débouche,
Des journées tremplin comme celle-ci sont organisées sur l'ensemble du territoire. C'est vraiment pour tous les jeunes, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient à la recherche d'emploi ou qu'ils soient sans activité, c'est vraiment pour tous les jeunes. C'est un dispositif entre 6 et 8 mois, 8-9 mois. Et après, ils font quoi? Donc on a voulu les sensibiliser à quoi faire après. Donc c'est pour ça qu'on avait des associations, des acteurs, etc. autour de l'engagement, parce qu'on reste toujours sous l'idée de l'engagement. On ne veut pas les perdre à ce niveau-là. Donc comment ils s'engagent dans d'autres types de structures, que ce soit avec la gendarmerie, que ce soit donc auprès du CDAD, connaître leurs droits aussi par rapport au CDAD. Donc voilà, on avait invité tous ces partenaires pour leur expliquer l'après. La semaine prochaine, c'est la commune de Sainte-Marie qui accueillera les acteurs de la jeunesse. En 8 ans, plus de 3000 Martiniquais ont bénéficié du service civique. Voilà, c'est l'heure de retrouver notre invitée ce soir, Geneviève Cospard-Jacquens. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la créatrice du site baladeblues.com, un site qui n'est pas encore en service, qui le sera très bientôt, et sur lequel on pourra déposer ses dernières volontés. Alors, avant de rentrer sur comment ça fonctionne, d'abord, d'où est venue cette idée? Alors, très simplement de mon expérience. Si vous êtes comme moi et que vous avez une idée précise de ce que vous voulez pour votre départ, j'appelle ça un départ, eh bien vous pourrez le consigner quelque part. Et j'ai cherché donc en fait longtemps comment déposer mes dernières volontés, en dehors d'aller chez un notaire et déposer et dire quand vous avez des biens c'est très bien, mais quand vous n'en avez pas, et beaucoup sont dans ce cas, on a simplement une petite chose à dire, laisser en fait un souvenir, laisser une mémoire, laisser quelque chose. On a une idée précise de la veillée, de l'enterrement, de ce qu'on veut. Et souvent, les dernières volontés, ce type de volonté, souvent, c'est pas respecté, ou très peu. Ou on a une idée, des idées farfelues qui ne sont pas réalisables, par exemple. Et ça, il faut savoir, il faut s'enseigner. Et c'est à la faveur de cette enquête, en fait, que j'ai décidé un jour de chercher un outil. J'ai cherché un outil, je n'ai pas trouvé un outil, je n'ai pas trouvé l'outil qu'il fallait, et j'ai donc créé mon outil. Vous parlez d'enquête, vous devez réaliser une enquête sur les Martiniquais pour savoir s'il y avait un réel besoin? S'il y avait un besoin, pas seulement un besoin, s'ils étaient aussi dans mon cas, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, parler de la mort, parler du départ, c'est angoissant, alors qu'en fait, on est en pleine forme et qu'on peut parler du départ simplement comme un voyage qu'on prépare, simplement. Et donc, j'ai visité les pompes funèbres, j'ai visité tous ceux qui organisaient des veillées, dont Alain Légarès, qui va donc d'ailleurs nous accompagner pour la conférence de samedi. Demain, on parlera et tout à l'heure. des organisateurs d'événements et conseillers funéraires. Voilà. Et là, effectivement, j'ai mis en place donc à ce moment-là ce site qui permet de déposer ses volontés en ligne, ses dernières volontés en ligne. Alors concrètement, comment cela va fonctionner? Alors le site sera en service à partir de la semaine prochaine. C'est un site ouvert à tous, lié à des formulaires, toutes les demandes sont acceptées. Comment ça fonctionne? Alors déjà samedi, je donne rendez-vous pour la présentation du site. Samedi, nous allons présenter le site. Ensuite, présenter aussi les partenaires, toutes ces personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé à mettre en place tout cela. Toutes les questions qu'on se pose en fait sur le départ, sur l'organisation. Et à partir de là, après la présentation, le site sera donc disponible, il sera en ligne pour le tout public. Voilà. D'accord. Donc il n'y a pas d'obstacle particulier. Je veux dire que tout le monde peut déposer son site. Vous allez juste mettre en place cette plateforme où chacun pourra déposer ses dernières volontés. Alors, les dernières volontés, évidemment, on ne parle pas de ce qui pourrait faire l'objet d'un acte notarié. Ah non, ou absolument des choses... pas. Non, absolument pas. Non, pas du tout à ce niveau-là. On parle essentiellement de l'organisation du départ. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on fait quand il est trop tard, quand ça y est, on a effectivement perdu quelqu'un, mais en fait, on n'y pense pas pour soi-même, parce qu'on ne pense pas à son départ. D'accord? Alors qu'en étant en pleine santé, c'est à ce moment-là qu'il faut y penser. D'ailleurs, à la faveur d'une blague, d'une plaisanterie, souvent on se dit à mon départ, moi je voudrais telle ou telle chose. Et souvent on le dit simplement verbalement, on ne l'écrit nulle part. Et c'est important de l'écrire, c'est important de laisser des traces écrites afin que tout soit respecté correctement. Alors c'est quelque chose de très spirituel. Je veux dire que quand on est mort, on laisse jusqu'à preuve du contraire des bonnes volontés, mais ce sont surtout les vivants qui vont être amenés à les mettre en œuvre ou pas. Oui. Justement, ça soulage les vivants, ça soulage les vivants. Quoi de mieux que de savoir que vous avez effectivement pu faire toutes les volontés de celui qui part. C'est magnifique.
on est tranquille, vous êtes tranquille, et lui, il est encore plus tranquille parce qu'il sait qu'il a noté et que forcément, vous allez, voilà, très simplement. C'est vraiment un sujet très simple, on en parle tous les jours et pourtant, ça n'en fait pas, on n'en fait pas, voilà. Alors demain, donc rendez-vous pour cette conférence. Vous allez présenter votre site. Vous serez aussi accompagné notamment de spécialistes du secteur. Conseillers funéraires, voilà. Événements, en fait, on aura donc Tania Sidney qui va nous parler des événements. Elle organise des événements donc tant heureux que dits malheureux. Alors, en Martinique, traditionnellement, il y a des rituels funéraires, les veillées, les enterrements, et toutes ces choses, nous allons en parler parce que moi, j'ai posé toutes ces questions. Et là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que le public puisse poser les mêmes questions. Nous aurons Alain Légarès qui va nous parler des veillées d'antan. Donc, on aura un regard d'hier et le regard d'aujourd'hui avec Tania et Claudine Caillol, conseillère funéraire. Rendez-vous demain à Fort-de-France à partir de 19h au restaurant Le Manguier, 1 bis Jean-Jacques Rousseau. Merci beaucoup. Merci d'avoir... Et on peut donc s'inscrire pour la conférence au 0696 807 902. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces informations et donc rendez-vous demain pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce site internet sur lequel on peut déposer ses dernières volontés. Merci à vous. Merci. On poursuit ce journal. Restez avec nous dans quelques instants. Nous irons en Guyane à la rencontre des amoureux des LOX. Ils sont de plus en plus nombreux, vous le verrez. Et puis votre JT des communes ce soir, rencontre avec une passionnée de nœuds papillons dans son atelier à Dillon et pourquoi pas un cadeau pour la fête des pères. Demain, en Guyane, un salon dédié aux LOX sera organisé. Cette coiffure aux origines spirituelles fait l'objet d'un véritable engagement par ceux qui les portent. Témoignages recueillis par notre journaliste en Guyane, Gaël Ouassim. Regardez. Le retour naturel s'impose de plus en plus comme une évidence pour de nombreuses Guyanaises. Fiers d'arborer une crinière rendant hommage à leur histoire et à leur force, telles des Samson des temps modernes. Quand je suis revenue au pays, je me suis dit, pourquoi ne pas retourner au naturel à la maison? Pourquoi à la maison? Parce qu'en métropole, c'est plus compliqué avec le temps, avec les intempéries, le froid. Et je me suis dit, arriver en Guyane, en retournant chez moi, ça sera plus simple. Et j'aurai eu tous les produits naturels pour faire un bon et un très joli départ de LOX. Cette démarche qui semble de plus en plus identitaire fait souvent suite à des déconvenues capillaires. On a toujours, je pense que comme toutes les filles, on est toutes passées par le défrisage. Moi, effectivement, quand j'ai passé ma première communion, maman, elle a défrisé mes cheveux et c'était comme une évidence. Et en grandissant, donc on a continué, ça a agressé les cheveux et j'avais les cheveux qui tombaient, qui cassaient. Et le naturel, pour moi, c'est mon identité. Je ne ressemble pas aux modèles qu'on veut nous montrer à la télé, modèles occidentaux ou les chanteuses. Même à l'heure d'aujourd'hui, il y a des chanteuses, on n'a jamais vu leurs cheveux naturels. Et pour moi, ça montre ma négritude, mon identité, le naturel, l'afro. Mais ce choix capillaire peut s'avérer aussi simple que compliqué, car si les LOX ne nécessitent pas forcément d'entretien journalier, elles demandent toutefois quelques bases. Je pense que c'est ce qui demande le moins d'entretien. Je suis passée par la phase défrisage, je suis passée par la phase cheveux naturels. Là, maintenant, je suis en LOX depuis 8 ans. Au quotidien, c'est zéro travail, zéro investissement de temps, j'ai envie de dire, parce que le matin, je me lève, c'est mon vapeau, tchouf tchouf, et puis on va au travail. Alors, on est dans un environnement qui nous permet de ne pas du tout faire dans la complicitude, comme j'aime dire. Donc, c'est très, très, très simple pour moi. Je prends mon ustensile, on va dire, principal, c'est ce qu'on appelle la feuille de raquette. Je prends le jardin de la Tati. Elle aime beaucoup me voir à la fin du mois. Et c'est avec ça que je fais mon shampoing et mon après-shampoing. On reste des femmes qui aiment se faire chouchouter. Donc, le passage chez la coiffeuse, c'est toujours obligé à fréquence régulière. Mais après, le budget, c'est nous qui le définissons par rapport aux besoins qu'on estime avoir besoin. Moi, c'est vraiment en termes de reprise. Je vais voir Wina tous les 2-3 mois. Donc, en termes d'investissement, ce n'est pas ce qui va ruiner mon portefeuille. Les LOX, un mode de pensée et de paraître donc, qui seront mis en valeur lors de la journée qui leur sera dédiée ce samedi 16 juin. Toujours en Guyane, le débat sur le projet de la Montagne d'Or se poursuit. Hier, les représentants des secteurs socio-économiques étaient conviés à une rencontre au siège de la collectivité de Guyane. Le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Les débats continuent autour du projet de la Montagne d'Or, avec la présentation du dossier au monde économique guyanais hier à l'hôtel territorial.
Pour la compagnie minière, c'est l'occasion de présenter le fonctionnement de la mine et de répondre aux points soulevés par le débat public. Nous sommes engagés dans une démarche, un partenariat qui va nous permettre de développer les entreprises guyanaises, de les aider à nous accompagner. Et puis ça servira aussi l'après-mine, l'après-projet pour nous, mais l'après-mine pour l'ensemble de la filière, pour préparer les autres filières à développer l'économie du territoire. La mine a vocation à participer, mais pas seule. Donc c'est la mine, les autres filières, et j'ai essayé d'expliquer au mieux les interactions qu'il peut y avoir entre notre projet, notre filière et le développement d'autres filières sur le territoire, type agriculture, mais pourquoi pas porter des projets avec les pêcheurs. Avec cette rencontre, la CTG et la Chambre de commerce ont montré leur soutien au projet, mais sous certaines conditions. À chaque question posée, on voit que nous évoluons. Et il restera maintenant le deuxième volet, qui est le volet environnemental, sur lequel nous sommes très attachés à respecter l'environnement, l'être humain, ses bénéfices, les générations futures. Et nous aurons également des experts qui viendront donc exposer leur théorie, leur thème, leur expérience. Mais aujourd'hui, véritablement, on a porté sur le risque économique, industriel, la relation parité dollar-euro, la relation mondiale également. Et je crois que les personnes ici étaient intéressées, en tout cas ont écouté un autre son de cloche. Avec un investissement privé de 782 millions d'euros pour toute la durée de vie du projet Montagne d'Or, le monde économique guyanais s'interroge sur les retombées économiques. La compagnie Montagne d'Or prévoit d'apporter un financement à un fonds pour justement être un appui à certaines filières économiques. Donc c'est là qu'il faut essayer d'obtenir, là aussi, le maximum de participation. Je ne vois pas d'autre manière de faire. Donc d'un côté, la réforme fiscale, une fiscalité qui soit beaucoup plus intéressante, et d'autre part, leur demander une participation maximale à ce fonds-là. Les débats publics se terminent le 7 juillet prochain. Organisée par la Commission nationale du débat public, elle rédigera à la fin des débats un compte-rendu sur la poursuite des débats publics, mais n'émettra pas d'avis sur le projet. Retour en Martinique, on va parler sport avec les différents rendez-vous prévus ce week-end. Avec la fin de la saison, le programme est plutôt allégé. Tout de même, la finale de la Coupe de basket, le contre-la-montre en cyclisme ou encore la 8e journée du championnat de Yolrod. Et puis, bien sûr, la Coupe du Monde à suivre sur votre télévision. L'agenda sport, tout de suite, c'est signé Karil Chassol. Temps fort de ce week-end, les finales de la Coupe de Martinique de basket. Elles ont débuté depuis 19h chez les femmes avec la même affiche que lors des playoffs. Le Golden Lion est face à la Gauloise. L'occasion pour les Joséphines de gagner un trophée cette saison et pourquoi pas pour les Trinitéennes de réaliser le doublé Coupe-Championnat. Chez les hommes, à partir de 21h, on aura là aussi droit à la même affiche qu'en finale du championnat Golden Lion Wax. Des franciscains qui tenteront d'inverser la tendance face au vice-champion de France de N3 qui les a battus en 3 rencontres lors des playoffs. Ces matchs se déroulent au Palais des Sports Cédric Sorendo de Trinity. En cyclisme, après le championnat sur route il y a 2 semaines, place demain 14h au championnat de la Martinique du contre-la-montre. Il se déroulera sur le circuit du contre-la-montre du Tour à Rivière-Pilote. On saura alors qui succédera à Willy Wousou. Nos Yoleurs seront dimanche au Vauclin à l'occasion de la 8e journée du championnat. La première des 2 courses est prévue à 10h30. De la mer, on passe à la piscine communautaire de la CACEM. Elle servira de cadre demain au championnat de Martinique Open en bassin de 50 mètres. Début de la compétition, 9h. Voilà pour le programme sport à suivre notamment dans vos journaux de ce week-end. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Votre JT des communes est direction le quartier de Dillon à Fort-de-France dans l'atelier d'une jeune martiniquaise passionnée de mode. Elle confectionne des nœuds papillons, pourquoi pas une idée pour la fête des pères. C'est prévu ce dimanche. Voyez ce reportage réalisé par Hubert Bornil et Valérie Vincent. La fête des pères, c'est dimanche. Allez, soyons fous. J'ai pu trouver pour vous la reine des nœuds papillons, pas n'importe lesquels. Vraiment, on tombe dans la fantaisie à fond. Voyez un peu le travail. Une jeune dame, ça donne ça. C'est magnifique.
Le nœud pape, comme il est familièrement appelé, semble très tendance ces temps-ci. Quelques personnages bien connus pour leur nœud papillon, James Bond 007 ou encore Stromae. Quant à l'histoire du nœud papillon, certains avancent qu'il serait à l'origine du nœud de cravate. D'autres affirment, bien au contraire, que le nœud papillon existait avant la cravate. Quoi qu'il en soit, nous sommes face à une jeune femme qui ne manque pas de talent et qui a décidé d'en faire son métier. Un nœud papillon, ça a une forme de base rectangulaire. Donc du coup, j'ai besoin comme gabarit de rectangle. Une couturière aura besoin d'un patron. Une robe, c'est pas rectangle, c'est pas carré, voilà. Donc c'est un peu différent. Et puis c'est moins complexe aussi, il faut l'avouer, qu'un métier de couturière où il faut adapter à des tailles avec des pliures, etc. Monter des fermetures éclairs, des boutons. Avant de s'intéresser au nœud papillon, Juliana a testé plusieurs métiers. L'idée lui est d'ailleurs venue à l'occasion justement d'un mariage. Le mariage de ma meilleure amie qui s'est mariée l'année dernière. Et c'est vrai que j'ai toujours confectionné des choses, toujours fabriqué, découpé et tout. Et elle me dit, allez Juliana, fais-moi les nœuds papillons. Elle voulait du blanc et du doré, absolument, elle ne trouvait pas. Donc du coup, je me suis lancée et puis ça a mûri, et puis j'ai lancé Papillon. 4 mois après son installation, les adeptes du nœud pape se manifestent déjà, des hommes bien évidemment, des femmes aussi, sans oublier la large gamme destinée aux tout petits. Quand j'ai créé Papillon, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui voulaient justement un peu se démarquer, être un peu plus fun, voilà, mettre des choses un peu plus colorées, sortir, je pense, du conformisme un peu noir, blanc, bleu marine, voilà. Vous êtes une fée hein, des nœuds papillons. Là, j'ai besoin tout de suite de quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait vraiment me démarquer de tout le monde? Alors, on va essayer quelque chose. On va essayer. D'accord, on va essayer quelque chose. Moi, je vous vois bien parce que vous me paraissez un peu fun, comme ça. On y va tout de suite. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà, on va essayer de faire comme ça un petit genre. Hein, voilà. C'est ça. Alors? Voilà, ça peut donner. Ouais, hein. c'est pas mal, c'est pas mal. Je crois que c'est très bien, c'est une belle idée, une très bonne idée, cadeau. C'est ça, pour la fête des pères. Exactement. Voilà. Merci Juliana. Merci. Voilà Hubert Bornil qui fait un très beau papa avec ce nœud papillon. Restez avec nous à suivre dans quelques instants la suite de votre tranche info avec votre rendez-vous entier PA. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.